Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un savoir-faire assez fascinant, je trouve. Comment on construisait ces navires en bois, ceux qui ont navigué pendant des siècles. On a quelques textes, des illustrations d'époque qui sont assez parlants. Prêt pour cette exploration? Ah oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de comprendre la logique derrière tout ça. Pourquoi tel bois et pas un autre? Comment y gérer les forêts? Et bien sûr, les techniques pour assembler le tout et faire que ça tienne la mer. Une vraie ingénierie, en fait. Alors commençons par le matériau principal, le bois. Les sources insistent beaucoup sur la sélection. Le chêne, c'était un peu la star, non? Carrément. Le chêne, c'est la colonne vertébrale du navire, quoi. La coque, les membrures, les ponts même. Il est solide, il résiste bien à l'eau, le choix évident pour la structure. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas que le chêne. C'était plus comme une palette de matériaux bien pensés. C'est-à-dire? Il y avait d'autres bois pour des usages très spécifiques. Exactement. Prenez le sapin, par exemple. Enfin, les sapins, parce qu'il y en avait plusieurs sortes. Pitch-pin, sapin rouge. Comme c'est léger, hop, parfait pour la mâture. Ça évite trop de poids en hauteur. Logique. L'orme aussi, souvent pour la quille ou les pompes de cale. Il tient bien quand il est toujours dans l'eau. Et puis, il y avait des bois super durs, comme le buis ou le gaillac, pour les petites pièces qui s'usent vite, genre les rouets des poulies. Ah oui, d'accord. Même le tilleul, on l'utilisait pour les sculptures, les figures de proue, ou le noyer pour les gouvernails. Chaque bois avait vraiment sa place. Une vraie science de l'adaptation, en fait. Une connaissance hyper fine des propriétés de chaque essence. Mais comment il faisait pour être sûr d'avoir le bon bois au bon moment? Et surtout avec la bonne forme? J'imagine que trouver un chêne déjà courbé comme il faut pour une membrure, ça devait pas être évident. Ah ben non, c'était tout un art. Et c'était très réglementé. Il y avait ce qu'on appelait le martelage. En gros, des agents de la marine allaient en forêt pour marquer les arbres à réserver. Il les choisissait comment? Ils regardaient la figure de l'arbre, sa taille bien sûr, s'il était droit, mais surtout ses courbes naturelles. Ça, c'était super précieux pour certaines pièces de charpente. Ils mesuraient même avec un outil spécial, le dendromètre. Et on coupait pas les arbres n'importe quand, j'imagine, hein. Ah, surtout pas. Il y avait une ordonnance célèbre, celle de 1669, qui disait «On coupe entre octobre et avril». En gros, interdit de couper pendant la montée de sève. Pourquoi ça? Un arbre plein de sève, si tu le coupes, le bois risque de fermenter, de pourrir beaucoup plus vite. Donc, pour la marine, c'était essentiel d'avoir du bois de qualité, qui dure. Ils essayaient de couper l'arbre à son âge idéal, juste avant que le cœur commence à faiblir. D'accord, je vois. Une gestion très pointue des ressources déjà à l'époque. Alors, une fois ces bois choisis, coupés, préparés, on assemble. Les textes parlent de deux grandes méthodes pour la coque extérieure, le bordage. Oui, c'est ça, deux approches. D'abord, le bordé à clin, c'est assez typique du nord de l'Europe. Là, les planches, les vires, elles se chevauchent un peu comme des tuiles sur un toit si tu veux, ou des gabarits. Et on mettait la charpente dedans après. Et la deuxième méthode? Alors, c'est le franc-bord, plus méditerranéen ça. Là, les planches sont mises bord à bord. Ça donne une surface lisse. Et la technique est inverse. On construit d'abord le squelette, la quille, les membrures, et ensuite on vient clouer les planches du bordé dessus. Deux philosophies différentes en somme. Voilà, pour arriver au même but. Une coque solide. Solide, oui, mais il faut surtout qu'elle soit étanche. Et là intervient une étape clé, le calfatage. Ça a l'air d'être un travail de fourmi, ça. Essentiel. Et très technique, oui. Le calfatage, c'est remplir les espaces entre les planches, ce qu'on appelle les coutures. On utilise de l'étoupe, ce sont des fibres de chanvre, et on la fait rentrer en force dans les joints avec un maillet spécial et différents outils en fer, les fers à calfa. Ça devait faire un bruit particulier. Ah oui, un son très rythmé. On disait même que le maillet du calfa chantait. C'était un son typique des chantiers navals. Et cette étoupe, une fois qu'elle est bien tassée dans les joints, on la laisse comme ça? Ah non, surtout pas. Il faut la protéger. Une fois que les joints sont bien remplis, on recouvre l'étoupe avec du brai chaud, une sorte de goudron ou parfois du mastic. Ça imperméabilise et ça empêche l'étoupe de pourrir avec l'humidité. D'accord. C'était vraiment un boulot d'expert. La moindre fuite, et les conséquences pouvaient être dramatiques évidemment. C'est impressionnant. Donc, si on résume un peu, on a une sélection hyper pointue des bois, chacun sa place, une gestion des forêts presque scientifique pour l'époque, très réglementée, et puis des techniques d'assemblage et d'étanchéité qui demandaient un savoir-faire énorme. C'est une bonne synthèse, oui.
On voit bien comment des siècles d'essais, d'erreurs, d'expériences ont permis de maîtriser ces matériaux naturels. Et ça amène peut-être une question. Aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de construction durable, d'éco-matériaux, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette relation très intime, très fine, que nos ancêtres avaient avec le bois et les autres matériaux naturels? Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer de ces savoir-faire pour innover de manière plus respectueuse